Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'e-facturation, dédié à PayPal, organisé par l'Agence du numérique. Aujourd'hui, on va répondre à vos questionnements sur PayPal. En effet, ça va être obligatoire dès ce janvier, janvier 2026. Donc, il faut se mettre en ordre et vous avez certainement plein de questions. Est-ce que je suis concernée? Comment ça se passe concrètement? Voilà, tout ce genre de questions. Vous avez peut-être des cas particuliers. Également, vous avez déjà pu poser vos questions en avance sur Eventbrite. On les a lues. Donc, on va essayer d'y répondre. Mais n'hésitez pas au cours du webinaire s'il y a des incompréhensions, s'il y a d'autres questions, à déposer vos questions dans l'espace questions et réponses Q et R. Il y a également un chat. Je vous invite à vous présenter, à dire ce que vous faites, voilà, dans ce chat et à interagir tout au long du webinaire avec nous dans ce chat et entre vous également. N'hésitez pas, c'est un webinaire, c'est en live et c'est là tout l'intérêt, c'est l'interaction. Donc n'hésitez vraiment pas à interagir avec, avec nous. Alors, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Pauline et je vais modérer ce webinaire. Je vais essayer de prendre vos questions au fur et à mesure. J'espère que vous êtes nombreux à vous poser plein de questions sur PayPal. Ce sera vraiment le sujet de ce webinaire. Donc, modératrice, il y a un chat, il y a des questions-réponses. N'hésitez pas. Il y a également des sondages que je vais vous poser des sondages sur l'application Zoom. Donc, juste pour savoir un petit peu, au début, très simplement, un peu votre connaissance sur la facturation électronique. Quel est votre niveau de familiarité donc avec cette facturation électronique, cette facturation via PayPal et le réseau donc PayPal. Est-ce que vous découvrez le sujet aujourd'hui? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous connaissez très bien le concept, mais pas encore vraiment l'application pratique, ou sinon, peut-être que vous êtes déjà connecté et que c'est déjà en cours de déploiement. On est vraiment dans les détails. On est là aussi pour voir un petit peu aussi les détails, les dernières questions que vous avez. Vous êtes peut-être presque prêt pour janvier 2026. Et n'oubliez pas de vous présenter, hein, je sais que vous êtes connectés, je vous vois, donc n'hésitez pas à vous présenter dans ce chat, ce sera plus sympathique d'être entre nous et de vous connaître un peu. En parlant de se connaître un peu, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Éric Bertrand, donc un spécialiste de tout ce qui est facturation, tout ce qui est aussi logiciel de gestion, un féru d'informatique, je pense, Éric. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci pour l'introduction, Pauline. Effectivement, je vais essayer de répondre à vos questions et de passer en revue cet aspect facturation électronique structurée obligatoire pour le 1er janvier 2026. On va avoir l'occasion d'interagir, de répondre à plusieurs de vos questions. Je vais également vous mettre à disposition un support. Enfin, donc on va pouvoir faire le tour ensemble. Regardons un petit peu le sondage. Dans nos répondants en ce jour, nous avons principalement 39% de nos webinautes en ont entendu parler. C'est déjà pas mal. Mais ils ne connaissent pas les détails. 22% découvrent le sujet et connaissent bien le concept, mais pas encore l'application pratique. Et il y en a qui sont déjà connectés en cours de déploiement, donc déjà sur la phase finale, on va dire, de l'installation de PayPal. Donc merci déjà pour vos réponses. Et je vois que déjà, ils commencent à partager dans le chat. Nous avons des éleveurs de chevaux, Sylvie. On a aussi une vétérinaire. On a aussi des indépendants, Maureen, qui soutient les indépendants et PME dans des projets de cœur. François, agriculteur de grande culture.
On a également Anna, une maraîchère et animatrice, et Nathalie également qui produit des tisanes, sirop. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Eric, rentrons dans le sujet. Euh, Allons-y, qui est allons-y. concerné par PayPal? Commençons par le début. Euh, qui est concerné? Bien, en fait, c'est une législation qui est d'application au 1er janvier et qui concerne tous les assujettis à la TVA. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes concerné par ce sujet. Donc, j'ai partagé ma présentation, hein. Euh, J'espère que vous la voyez correctement. Non, non, justement, la présentation n'est pas encore partagée, apparemment. Hein, désolé, je vais vous faire ça tout de suite. Voilà, je pense que vous la voyez maintenant. Oui, c'est parfait. Voilà, donc 1er janvier 2026, c'est obligatoire pour tous les assujettis à la TVA. Il s'agit d'une obligation qui est imposée par la Commission européenne et qui est transposée pour le 1er janvier 2026 pour la Belgique, mais ça va suivre pour tous les autres pays européens. Et donc, ça concerne l'envoi des factures électroniques structurées sur le réseau PayPal, mais également la réception. Donc, par exemple, pour les cas d'agriculteurs qui sont au régime forfaitaire TVA et donc qui n'émettent pas de facture en général, ils sont quand même concernés pour la réception de leurs factures fournisseurs, donc qui vont leur être imposées donc dès ce 1er janvier 2026, obligatoire. Voilà, par exemple, pour un cas d'usage pour les forfaits TVA, donc des agriculteurs. Oui, et c'est vrai qu'il y a la question aussi, est-ce que le régime de la franchise est concerné? C'est une question de François et on l'avait déjà eu aussi au préalable Oui, tout à sur fait. Oui, l'inscription. absolument, hein. Donc, on est sur le cas d'un assujetti TVA les assujettis au régime de la franchise. Et donc, effectivement, ils sont amenés à être sur le réseau PayPal pour la réception de leurs factures fournisseurs à tout le moins. Oui, absolument. Et donc, on a par exemple aussi une question qui revient régulièrement je reviens au forfait pour les agriculteurs, où on nous demande, oui, mais pour l'envoi des factures, je fais certaines prestations épisodiquement, comme de la vente de fourrage ou de prestations d'entreprises agricoles, mais je ne fais que quelques heures par an. Mais dans le cadre de ces prestations, eh bien, il faut effectivement être capable d'envoyer ces factures électroniques structurées par le réseau PayPal. Donc, ça concerne le secteur agricole et plus largement agroalimentaire en général, qu'on soit dans des plus petites structures au régime de la franchise ou sur des forfaits ou sur des plus grosses structures, évidemment, pour peu qu'elles soient assujetties à la TVA. Et ça s'adresse également aux factures émises pour les assujettis TVA. Donc, ça signifie que si vous devez émettre une créance auprès d'un non-assujetti TVA, vous vendez du foin, par exemple, à un particulier, eh bien, dans ce cas, vous n'êtes pas concerné. Donc, ça veut dire que pour cette facture-là, vous ne serez pas obligé de passer par le réseau PayPal. Donc, certaines factures, vous devrez passer par le réseau PayPal pour l'envoi de la facture structurée, tandis que pour l'émission d'autres factures, pour destiner à des particuliers, dans ce cas, vous pourrez continuer à les émettre au format papier ou par email ou que sais-je d'autre. Donc, l'obligation concerne uniquement les transactions entre assujettis TVA nationaux, donc qui concernent les Belges pour le moment. D'autres pays vont devoir y passer aussi, hein. Donc, on est quand même les premiers à faire la transposition pour le 1er janvier. Donc, à partir du 1er janvier 27, 28, d'autres pays vont l'obliger également, la France, l'Italie, l'Espagne et compagnie, l'Allemagne. Donc, ils vont y passer tous rapidement, mais un an après nous en général. Donc, vous serez amené également à envoyer et recevoir des factures par le réseau PayPal pour ceux qui font des transactions internationales européennes. Euh, Donc, oui, donc concrètement, parce que la question a été posée dans le chat, les factures reçues de l'étranger, pour l'instant, elles ne sont pas via PayPal, mais à l'avenir, d'ici l'horizon 2029, on ce sera recevra les obligatoire. factures européennes via PayPal également.
Tout à fait, hein. Donc la date butoir pour que tous les pays aient fait la transposition en législation donc de la facturation électronique PayPal. Donc c'est dans le projet VIDA, c'est VAT in the Digital Age, ou la TVA dans le temps du digital, hein, dans l'ère du digital. Eh bien, ce sera obligatoire 31 du 12 2029 pour tous les pays. Mhm. Et donc, ça veut dire que de toute façon, d'ici là, ben voilà, il y a, tous les pays européens auront déjà largement fait le pas, mais d'ores et déjà, il est déjà régulier qu'on ait des clients qui reçoivent des factures par le réseau PayPal en provenance d'autres pays, hein. Donc, c'est déjà Et largement effectivement, répandu, hein. Donc, ça existe depuis 2012, PayPal quand même, ok. hein. Donc, voilà, il y a déjà une histoire derrière ça. C'est soutenu par l'Europe, c'est déjà largement répandu. Et d'ailleurs, c'est au-delà de l'Europe, puisque ce réseau est présent dans beaucoup de pays à travers le monde, comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, ou que sais-je d'autre. Donc voilà, donc c'est quand même un projet large. Effectivement, je vois que Nathalie ajoute aussi dans le chat, l'Italie adopte déjà le système. Euh, je pensais qu'on était les pionniers, mais je vois que l'Italie est déjà Oui, tout à fait. sur le coup. Voilà, on reçoit des factures de fournisseurs italiens. Donc, c'est assez intéressant de voir les échanges. On a quand même pas mal d'échanges entre la Belgique et l'Italie. On a quand même pas mal de clients chez nous voilà, qui utilisent le réseau PayPal. Je vais peut-être me présenter. Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on en a déjà dit un petit mot, mais vas-y. Voilà, donc en fait, je vais, voilà, j'ai été un peu vite sur le slide. Euh, En fait, juste pour donner un aperçu voilà, voilà, de mon champ de compétences pour répondre à vos questions, en fait, je suis informaticien de gestion. Donc, informaticien de gestion, c'est quelqu'un qui connaît la technologie, la technique avec toutes les couches liées à l'outil proprement dit pour que la facture soit acheminée de l'émetteur vers le récepteur, en passant voilà, en descendant même jusqu'au câble à la partie purement technique. Et puis alors, je vais être capable de parler de la partie comptable, gestion commerciale, TVA et même certains aspects juridiques où je prendrai la précaution de m'arrêter à temps pour vous renvoyer vers d'éventuels avocats si c'est nécessaire. Mais donc, normalement, j'ai voilà, un champ de compétences qui fait que je peux répondre de manière relativement large à toutes les questions qui seront posées, quoi. Et Euh, effectivement, ce sera une des questions abordées, vu que tu maîtrises un peu le côté comptabilité, mais également les outils. Et on verra aussi une démo un peu plus concrète avec un outil. Donc voilà. Oui, tout à fait. Démo logiciel avec un exemple. Et alors, une petite vidéo également qui image en fait le fonctionnement général de l'outil pour comprendre de quoi il s'agit en fait, hein. Ce sera plus facile peut-être voilà, d'interpréter, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, je peux peut-être directement y passer si tu es d'accord. Allons voir comment PayPal fonctionne, Voilà. ce que c'est. Donc en fait, PayPal, c'est deux logiciels qui parlent ensemble, qui permettent d'envoyer et de recevoir des documents électroniques structurés, dont des factures, mais ça peut être également des bons de livraison, des bons de commande, des outils de paiement, que sais-je d'autre. Et donc, on peut faire un parallèle avec l'envoi d'un email. Donc, c'est une manière d'imager la chose qui fonctionne. On a un système à quatre coins. Donc, on a l'émetteur, le fournisseur de service de l'émetteur, le récepteur et le fournisseur de service du récepteur. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'émetteur peut se connecter via son fournisseur de service au réseau et vérifier si son interlocuteur est bien présent sur le réseau. Donc, il ne s'agit pas d'envoyer une facture comme on envoie une bouteille à la mer. Il y a des accusés de réception, il y a un traitement pour voir si le logiciel et si les outils du tiers qu'on essaie de joindre sont bien disponibles et sont bien présents sur le réseau. Donc, on peut avoir à un moment donné un interlocuteur qui est présent sur le réseau PayPal et puis qui, à un moment donné, disparaît du réseau parce qu'il change de logiciel, parce qu'il a des problèmes techniques ou parce qu'il disparaît. Eh bien, dans ce cas, dès le moment où vous allez réaliser votre facture, votre système va vous arrêter pour vous dire attention, cet utilisateur-là n'existe pas. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière sur la vidéo, hein. Donc, c'est la première phase.
ici où on a notre émetteur qui interroge son fournisseur de services pour savoir, tiens, est-ce que mon destinataire existe bien et est-ce que je peux bien continuer à lui envoyer cette facture. Donc ça, c'est une phase intéressante parce que ça permet en fait de s'assurer qu'on n'envoie pas une facture comme on envoie une bouteille à la mer. Et on a une autre phase plus tard qui concerne en fait l'envoi d'un accusé de réception, quoi. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça permet en fait de s'assurer que l'utilisateur, que le destinataire a bien reçu sa facture. Et ça signifie que sur votre logiciel de facturation, quel qu'il soit, vous avez un suivi de statut. Donc ça vous permet de vous assurer que cette personne, d'abord que cette facture a bien été envoyée, que vous avez bien fait le nécessaire, donc que vous êtes en ordre vis-à-vis du législateur pour pouvoir respecter l'imposition à l'usage du réseau pour le 1er janvier 2026. Et en même temps, bien, ça rend le service de savoir que bien, le destinataire a bien reçu sa facture et lui a même peut-être donné un statut, parce qu'il y a ce qu'on appelle un business statut, donc un statut business qu'on peut attribuer à une facture. Et ce statut, ça peut être je refuse une facture, ou je demande des informations complémentaires, ou je paie la facture et j'indique à mon émetteur que j'ai bien effectué le paiement de cette facture, quoi. Donc, Petite l'interaction question, est plus forte. petite question qui se pose là, c'est justement, bah, tiens, si on veut envoyer une facture et que le destinataire n'est pas disponible sur le système PayPal, il n'est pas inscrit, il n'a pas fait les démarches. Voilà, donc on va prendre deux cas de figure. On va prendre le cas où on considère les aspects techniques et l'autre cas où on considère les aspects juridiques. Mais Mhm. sur les aspects techniques, en fait, au moment où on rédige sa facture et on voudra envoyer sa facture, on aura directement une notification du logiciel indiquant que le tiers n'est pas présent sur le réseau PayPal et qu'il n'est pas possible de le joindre par ce biais. Donc, techniquement, il n'y a pas de risque d'envoyer une facture, allez, je vais dire, aux oubliettes. Par contre, sur les aspects juridiques, euh, le principe général, c'est que vous, en tant qu'émetteur, vous ne pouvez pas être responsable qu'un récepteur ne soit pas en conformité avec la législation. Vous n'êtes pas responsable d'un excès de vitesse d'un tiers sur la route. Mhm. Vous respectez la législation, vous êtes capable d'envoyer des factures, et maintenant, ben, voilà, la personne avec qui vous voulez communiquer n'est pas capable de le faire. Dans ce cas, ben, ce n'est pas vous qui en subirez les conséquences juridiques. Là, on va quand même aborder un arrêté royal de mise en application qui est sorti le 8 juillet avec les amendes à ce sujet. Donc, en fait, le législateur a fait un copier-coller en fait, des amendes de TVA pour dépôt tardif de déclaration, donc 1500 euros la première infraction, 3000 la deuxième, 5000 la troisième, ainsi de suite. Et donc, euh, vous avez, vous, l'obligation d'être en conformité, mais si votre destinataire n'est pas en conformité, c'est lui qui aura l'amende, ce n'est pas vous. Cela étant, ça n'enlève rien à l'éligibilité de la facture. Donc, ce n'est pas parce que votre destinataire n'est pas capable de recevoir une facture par PayPal que la créance que vous lui émettez n'est quand même pas redevable. Donc, ça veut dire que Donc, elle est valable. On peut elle est envoyer une valable. facture qui n'est pas par PayPal alors. Donc, à partir du 1er janvier, vous envoyez toujours une facture par courrier simple parce que votre destinataire n'est pas capable de la recevoir par PayPal. Cette créance reste éligible. Votre destinataire doit quand même vous payer votre facture, hein. Donc, le fait qu'il soit ou non sur le réseau PayPal n'enlève rien au fait qu'il doit payer sa facture, quoi, hein, pour peu qu'elle soit éligible, bien entendu. Donc, à ce sujet, quelque part, rien ne change, hein, sur l'éligibilité des créances, quoi. C'est quand Et même important. comment faire pour faire fonctionner, on va dire, deux systèmes en même temps? J'envoie en même temps des factures via PayPal et puis certaines factures, je ne sais pas les envoyer par PayPal parce que le destinataire n'est pas inscrit, n'est pas sur PayPal. Comment je fais cohabiter ces deux systèmes? C'est une question de Sylvie, hein. Comment du coup suivre nos numéros de facture si on a des factures électroniques et non électroniques, etc., etc. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le même outil pour émettre toutes ces factures. Mhm. Bon, c'est l'idéal. C'est clair que après le 1er janvier, vous pourrez toujours aller acheter un carnet de facturation dans une librairie et émettre des factures avec ce carnet de facturation pour le cas d'envoi de factures à des particuliers, par exemple, ou à des non-assujettis TVA.
Donc, c'est possible. Et d'autre part, d'avoir un outil de facturation électronique qui vous permettra d'émettre des factures via le réseau PayPal. Et donc, dans ce cas-là, vous pourriez jongler avec deux systèmes. C'est assez peu confortable, évidemment. L'idéal, c'est d'avoir un seul outil de facturation digital dans lequel on sera capable, pour certaines factures, de les expédier par le réseau PayPal et dans d'autres cas, d'imprimer les factures ou de les envoyer par email. Et donc, dans son journal de facturation, on va passer de la facture 10, admettons, qui sera une facture envoyée par PayPal, à la facture 11, qui sera une facture qu'on aura imprimée et mise sous pli, par exemple. Donc, les deux méthodes d'expédition sont possibles et cohabitent sans problème. Et donc, je reviens à mon analogie tout à l'heure sur l'idée de rapporter ça à l'envoi d'un email. C'est une autre méthode d'expédition. À la place d'Outlook ou de je ne sais quel outil de gestion de mail, mais vous utilisez votre programme de facturation comme outil de réception et d'envoi de vos factures. Mais vous pouvez également les imprimer et vous pouvez également les envoyer par email en plus. Et donc, petit à petit, tout le monde va s'y mettre, mais bah, les particuliers n'auront jamais de facture via PayPal. Alors, tout le monde peut s'inscrire et s'identifier sur le réseau PayPal, mais a priori, en tant que particulier, on va avoir très peu d'adhésion, on va avoir fort peu d'abonnés. Donc, pour donner une idée, on a 1 300 000 assujettis TVA donc en Belgique. On a un taux d'adoption pour le moment qui oscille entre 20 et 40 On ne sait pas exactement parce que être inscrit sur le réseau et envoyer toutes ces factures correctement déjà sur le réseau, c'est deux choses voilà, qui ne sont pas tout à fait identiques et mesurables. Euh, et donc, les particuliers, on en aura assez peu. Par contre, il y a quand même tous les cas d'entreprises ou d'activités qui sont non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas obligatoirement imposés à être sur le réseau PayPal à partir du 1er janvier 2026, qui, elles, vont quand même s'inscrire. Et donc, on a le cas d'ASBL, typiquement, qui ont des échanges avec, par exemple, la région Wallonne ou avec d'autres professionnels et qui préféreront s'inscrire sur le réseau PayPal pour recevoir automatiquement toutes leurs factures d'achat. Ou si elles ont des créances à présenter à l'administration, elles vont être elles aussi obligées de pouvoir les émettre via le réseau PayPal. Donc, j'ai un petit cas d'usage. Hein, on a une SBL belge ici, non assujettie, qui envoie des factures en Norvège. Et les Norvégiens, une structure qui n'est pas assujettie non plus en Norvège. Et les Norvégiens ont renvoyé un mail en disant, écoutez, maintenant, ça suffit, les factures par email, c'est par le réseau PayPal, sinon rien. Et dans leur signature de mail, il y avait leur adresse PayPal. Et donc, je reviens à nouveau avec mon analogie avec un email. Pour l'envoi des factures électroniques au format structuré PayPal, eh bien, on a également une adresse qui nous est attribuée. Pour les assujettis TVA, en général, en Belgique, c'est 0208 2 points le numéro de TVA. Mais pour des Français ou d'autres pays, cette structure change. Donc, dans vos logiciels de facturation, vous aurez la possibilité de spécifier une adresse d'échange PayPal pour voilà, vos interlocuteurs qui ne seront Mm. pas des assujettis belges à la TVA. Tout à l'heure, je vous montrerai donc à quoi ressemble une adresse et comment retrouver une adresse éventuellement PayPal, parce qu'il y a un moteur de recherche qui existe, qui est mis à disposition par PayPal. Et je vous montrerai également une facture structurée. Fait toujours un petit peu peur, mais qu'on voit au moins une fois ce que c'est qu'une facture électronique, l'envers du décor. Voilà, comme ça vous aurez Oui, des on questions. va vous faire peur un petit peu, mais pas trop. Euh, Oui. Tu disais donc que dans ton cas de figure, que l'entreprise en Norvège voulait recevoir donc ces factures par PayPal. Au final, pourquoi utiliser PayPal? Quels sont les avantages de la facturation électronique pour, ben, prenons le cas ici donc du secteur agroalimentaire. Bien. L'avantage, pour rebondir avec le cas que j'expliquais entre les deux ASBL, c'est que les factures arrivent automatiquement, sans intervention humaine, dans le logiciel prêt à être traité. Et prêt à être traité, ben, soit être traité vers la comptabilité, soit être traité vers la validation et le paiement. Et donc, il y a des étapes qui sont éliminées grâce à cette automatisation. Donc, on ne doit plus ouvrir son courrier, on ne doit plus traiter ses boîtes mail et faire le tri avec tous les éléments qui risquent parfois d'être faux. Donc, on a en premier lieu une automatisation.
Et puis alors, on a une fiabilisation de l'information, c'est-à-dire que toutes les factures qui passent par le réseau PayPal bien, sont correctes, sont valides, parce que les logiciels qui permettent d'envoyer et de recevoir des factures ne savent faire que ça. Ils ne savent pas vous envoyer des spams ou polluer votre boîte avec des informations erronées. Et en plus, les tiers sont parfaitement identifiés. Donc, ça permet de s'assurer de la fiabilité du contenu. Et là, j'ai aussi une petite histoire à raconter au sujet d'un garagiste qui a remis une enchère sur un site d'e-commerce pour l'acquisition d'une voiture à 15 000 euros. C'est une histoire vraie, hein, qui a 5-6 semaines pour le moment. Et donc, il remporte l'enchère, reçoit dans sa boîte mail, une boîte mail Skynet, la facture, se fait pirater sa boîte mail, reçoit donc sa facture avec un cachet. Et donc, je précise que ce garagiste avait l'habitude d'acheter des voitures sur ce site, hein, c'est avec cet interlocuteur. Et donc, il voit sur sa facture, dans sa boîte mail, un cachet changement de compte en banque avec un nouveau numéro de compte en banque. Et en fait, sa boîte a été piratée et l'argent a été dévié donc, vers ce compte. Et l'argent a été définitivement perdu, quoi. Donc, ça, c'est un cas de piratage qui n'est plus possible grâce au réseau et à la facturation électronique PayPal. Donc, c'est plus facile, c'est direct, ça rentre directement donc, dans vos logiciels. C'est plus sûr, c'est plus fiable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de risques, ou quasiment pas de risque de piratage ou de falsification de l'information. Petite question ici dans le chat. Si une facture m'est adressée à titre personnel, mais que je veux la détruire de mes frais professionnels, qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai pas, du coup, personnel, je l'ai pas reçu via PayPal. Est-ce que je dois la faire passer par... Enfin, comment ça se passe? Donc, on est dans un cas d'un assujetti TVA, hein. Donc, on est bien dans le cas d'un. Alors, est-ce qu'on est dans le cas où je regarde si elle s'est présentée au début? N'hésitez pas à Oui. me Et donc, répondre. Belém, en tout cas le nom euh, sur Zoom. Je ne vois pas, mais on, en tout cas, on on va peut déjà supposer. aborder les différentes solutions, les différents logiciels, les Mhm, différentes options qui s'offrent voilà, aux abonnés PayPal. Donc, dans le cas d'un assujetti TVA, donc, qui est obligé de passer donc, à la facturation électronique au 1er janvier. Donc, il faut avoir un outil digital. Dans ces outils digitaux, je vais les segmenter en trois parties. Donc, on va prendre un cas d'un assujetti TVA, mais qui a un faible volume ou même peut-être qu'il n'a même pas de comptable. Et donc, dans ce cas-là, j'ai tendance à les diriger vers des solutions SaaS, donc solutions web, du pur web. Donc, il y a des solutions comme Bill2Box, comme Billit, comme voilà, comme des voilà, il y a une liste en fait, hein, il y a une liste dans le PowerPoint ici que je passe. Donc, il y a donc toute une série de solutions que je propose. Il y a également des liens vers la liste des logiciels et des solutions qui sont compatibles, qui sont relayés par Digital Wallonia et également par le SPF. Donc ça, vous aurez les liens avec ça. Et donc, dans ma segmentation en trois parties, vous avez toutes ces solutions web qui sont relativement bon marché, hein. Donc, on a des cas comme Dockle qui font la réception gratuitement, par exemple. Et vous avez des cas où ça représente que quelques euros par mois. Vous avez des cas qui sont soutenus par des banques comme ING, CBC, qui vont vous proposer Bill2Box et qui vont faire une intégration pour la partie paiement également, donc qui, grâce à ça, vont vous permettre avec un QR code ou un clic avec un lien, de payer en un clic donc votre facture. Donc ça, c'est le premier cas, le cas le plus basique et le plus simple, je vais dire. Puis on a un cas intermédiaire, en fait, qui est probablement le plus répandu. C'est les assujettis TVA qui ont un comptable et qui vont en profiter, en fait, pour faire un pas en avant vers la transition digitale, la transition numérique. Et donc, il s'agit d'utiliser des applicatifs qui soient compatibles et intégrés avec les programmes des comptabilités qui sont dans les fiduciaires et dans les bureaux comptables. Donc, en fait, en gros, dans le monde des comptables, on a trois gros logiciels qui représentent plus de 60% des parts de marché. C'est Bob, Winbooks et Horus Software. Et donc, avec ces trois softs-là, on a en vis-à-vis de chacun de ces logiciels la partie client qui permet de recevoir ces factures et d'émettre des factures, de faire de la facturation. Donc, on va se retrouver alors avec un logiciel qui permet de répondre aux attentes de la législation,
et également d'être intégré à son comptable, donc de faire le lien vers la comptabilité et de résoudre ces problèmes de, par exemple, déductibilité de dépenses non admises ou que sais-je d'autres qui sont propres au type de dépenses à réaliser, qu'il s'agit de biens et services, il s'agit de marchandises, que je dois rentrer en stock ou que sais-je d'autre. Et donc, avec ces logiciels qui sont intégrés à la comptabilité, vous pouvez renseigner des informations complémentaires qui vont être utiles au comptable pour imputer correctement cette facture et qu'elle corresponde le plus fidèlement possible à ce que ça va devoir rendre sur les bilans et les déclarations diverses auxquelles on doit tous faire face. Et donc, Donc, dans ces exemples, dans ces outils-là, il y a toujours la possibilité d'envoyer par PayPal ou non, de recevoir par PayPal ou non. c'est ça, exactement. Donc, ces outils permettent de faire cela. Donc, de créer une facture qu'on va transmettre sur le réseau PayPal ou de l'imprimer ou de l'envoyer par email. Chaque logiciel et chaque solution ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et bien entendu, ça a ses limites. Et lorsqu'on atteint ces limites, en fait, il faut se tourner encore vers d'autres solutions. Donc, c'est la troisième catégorie de logiciels. Ce sont des logiciels spécialisés, mais qui doivent toujours quand même être idéalement intégrés au comptable, au bureau comptable. Donc, on va prendre le cas d'un entrepreneur qui doit émettre des factures et qui fait par exemple de l'entreprise agricole et qui souhaite dans son logiciel de facture avoir également de la gestion de la planification de ressources, planification de machines, planification de réalisation euh, ou de campagne ou que sais-je d'autre. Donc là, on se rend compte qu'on n'est pas sur un logiciel standard, on est sur un logiciel métier spécialisé. Et dans ce cas, eh bien, il y a des ERP qui existent. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que mon ERP, mon logiciel est bien compatible avec mon comptable, avec mon programme de comptabilité, pour éviter les doubles encodages, les transferts de fichiers et que sais-je d'autre. Et Donc, les dans cette pertes de question, temps, du coup. et perte de temps, perte de qualité d'information. Et je veux dire, globalement, dans cette question de la transition digitale, on souhaite avoir un outil tout intégré et automatisé, Mhm. tant pour faire gagner du temps pour le comptable que pour faire gagner du temps pour l'entrepreneur et puis pour avoir une meilleure qualité d'information. Donc, tant qu'à faire les choses, certes, il faut s'enregistrer sur le réseau PayPal, mais en même temps, évitons les doubles encodages, évitons les problèmes de transcription, de transfert ou que sais-je d'autre, en ayant des outils intégrés. Donc là, on est Il y vraiment a, sur il la y a une troisième question, catégorie. il y a des questions d'outils justement dans le chat. Il y a Anna qui demande, ma comptable est sur Squarelle. Est-ce que le lien est possible, comme tu viens d'expliquer, sur cette plateforme? Est-ce que tu la connais? Peut-être que ça fait partie de... Oui, Oui. donc Squarelle, c'est une plateforme d'échange donc, qui, je vais dire, ressemble aux trois exemples que j'ai donnés donc, et qui permet de s'interfacer aussi vers les programmes de comptabilité. Effectivement, cet outil d'échange va permettre de faire le pont entre donc, les documents que un abonné sur le réseau PayPal ou un entrepreneur va pouvoir prendre ses factures et les transmettre sur Squarelle pour que ce soit intégré sur la plateforme du comptable. Et oui, bien entendu, c'est une solution. Ça permet en tout cas de régler le problème de l'échange avec le comptable tout en permettant également peut-être d'avoir un logiciel spécialisé, parce que dans le cas du métier qu'on évoque ici, il sera nécessaire d'avoir un logiciel qui sera peut-être capable, par exemple, de recevoir des autofactures. Donc, Mhm. ça me permet d'aborder un cas tout à fait particulier du secteur agricole, c'est le bordereau. Donc, en fait, dans cette évolution numérique avec la facture électronique structurée, le bordereau égale donc la facture automatique, l'autofacture ou le self-billing. Et donc, si vous allez vers une coopérative pour déposer du blé, par exemple, c'est la coopérative qui va générer une autofacture, au même titre qu'elle vous génère un bordereau avec le poids et les quantités. Eh bien, là, vous aurez une autofacture en fait, qui sera générée, qui vous sera automatiquement assignée dans votre logiciel de gestion. Et vous recevrez cette autofacture de la part de votre coopérative avec le contenu de l'objet que vous leur avez cédé. Donc le système est inversé, mais le principe reste le même, comme avec un bordereau. Et donc tous les logiciels ne sont pas capables de faire ça. Donc pour les émetteurs, il faut qu'ils soient capables donc, de générer ces autofactures et pour les faire transiter jusqu'au récepteur, donc par exemple un agriculteur. Donc là aussi, il y a des logiciels qui permettent de le faire.
Il n'y en a pas beaucoup pour le moment pour l'autofacture. Donc, Mhm. je pense que c'est un aspect qui a été un peu négligé dans les développements et dans les évolutions des logiciels. Donc, hein, il faut savoir que pour nous, dans notre métier, il y a quand même beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui changent. Et donc, les logiciels sont en train de s'adapter, de se mettre en place progressivement. Et le bordereau, l'autofacture, d'ailleurs, ne concerne pas que le secteur agricole. La Poste, par exemple, pour tous ses sous-traitants, utilise l'autofacture, ce qui représente des volumes très importants, évidemment. Vous avez ben, voilà, les marchands de bêtes, vous avez les antiquaires, vous avez, voilà, il y a quand même pas mal de secteurs d'activité qui utilisent cette technique-là. Et donc, les logiciels et les solutions existent par rapport à ça. Voilà. Pour, en tout cas, cette question d'autofacture et des avantages. Donc, pour revenir hein, donc, sur ces questions d'avantages, on va avancer sur la question donc, de l'automatisation, de la réduction d'erreurs et du gain de temps. Et donc, en fait, le fait de recevoir cette facture automatiquement dans les logiciels, ça va permettre de automatiser une série de processus, certes d'encodage, mais également de récupération de l'information. Donc, ça veut dire que, par exemple, on pourra imaginer avoir des solutions qui sont intégrées donc, avec des logiciels de contrôle, le contrôle de facture d'achat, pour éviter les erreurs entre... Ah, je ne sais pas si je vous m'entendez toujours. Je pense que je vous ai perdu. Je vais peut-être voir si vous m'entendez, Pauline. Je pense que je vous ai perdu. Ah, Pauline, Oui, tu m'entends? Ah, oui, voilà, oui, je voilà. t'entends, je t'entends. Voilà, voilà. Je suis toujours en ligne. Oui, parfait, parfait. Voilà, voilà. Il y a une petite coupure. Je ne sais pas si c'était moi. Euh, donc, j'étais reparti En tout sur cas, les les enfants. participants sont toujours là. Petite Voilà. coupure, ça arrive. Voilà, c'est pas très grave. Donc, je parlais donc hein, du fait de l'automatisation. Donc, cette facture structurée apporte donc des améliorations intéressantes sur le traitement des données. Et donc, on peut imaginer que ces factures d'achat pourront être contrôlées et vérifiées par des intelligences artificielles. Donc, on met déjà ça au point sur nos solutions de notre côté où on compare en fait les factures d'achat avec des bons de commande. On va également avoir des traitements intéressants qui vont pouvoir être générés sur les calculs de prix de revient. Donc, on pourra imaginer avoir une intelligence artificielle qui va traiter le contenu des factures d'achat, donc qui sont complètes, hein, avec le détail complet des factures, et la partie vente, ce qui va permettre de calculer des prix de revient automatiquement, en tout cas si les choses sont configurées correctement. Donc, il y a non seulement un gain en automatisation donc pour s'approprier la facture et l'intégrer dans les logiciels, mais également un gain dans l'output, donc dans le traitement de l'information, où on va avoir quand même pas mal de choses sympas qui vont naître de ces technologies. Donc le mélange de PayPal et de la facturation électronique avec des traitements sur l'intelligence artificielle. Ça va également avoir comme avantage bien d'avoir des traitements de sécurisation et d'analyse de ces factures pour les questions de fraude ou d'erreur, en fait, simplement. Il faut savoir qu'une facture pour quelqu'un qui encode toute la journée des factures, par exemple, il y a entre 1 et 5 de taux d'erreur. Donc, pas nécessairement sur le total, hein, mais parfois un accent, parfois voilà, une simple faute. Mais le taux d'erreur est quand même là, donc ça vaut quand même la peine d'avoir un outil robotique qui va analyser plus en profondeur une facture et peut-être la comparer aux précédentes et ainsi détecter des erreurs. On a des cas aussi, pour revenir à ce que je disais juste avant sur les aspects automatisation, on pourra imaginer lancer des recherches sur ces bases de données avec, par exemple, ce qu'a coûté un véhicule. Donc, on peut imaginer un tracteur et dire, ben, tiens, voilà, traite-moi toute ma base de données, recherche-moi tous les coûts directs et indirects sur tel ou tel véhicule, grâce au numéro de plaque, grâce au numéro de série, grâce au type d'achat effectué sur une facture ou sur une autre et aux imputations comptables. Le système pourra vous calculer un prix de revient d'un véhicule aisément. Donc, pas mal d'évolutions à venir, pas mal d'outils intéressants grâce au traitement de ces données, quoi.
donc du gain. Donc plutôt sympa et plutôt de belles choses à venir. Voilà pour voilà, l'intelligence artificielle et les intérêts que ça peut avoir. Oui, Oui, petite question. Donc, on a vu les outils, on a vu certains bénéfices, mais la question subsiste de comment s'inscrire en fait à PayPal. Ça se passe comment ouais. concrètement? Alors, donc ça, je vais vous faire une petite démo d'un logiciel. Je vais vous montrer en fait, voilà, un logiciel. Je vais vous le mettre directement sur le slide d'ailleurs, hein, et je vais passer sur le slide suivant où je vais vous faire cette petite vidéo. Donc ici, voilà, j'ai une petite liste de logiciels. Pour le besoin voilà, de notre présentation, je présente Winbooks avec donc la partie web et la partie Windows, avec l'envoi de deux factures, réception dans deux cas. Enfin, je vous détaillerai ça pendant la vidéo qui est assez courte, hein. Le principe est le même, grosso modo, pour toutes les plateformes. Et donc, comme je vous expliquais, pour s'inscrire sur le réseau PayPal, c'est le logiciel qui gère l'interaction que vous pouvez avoir avec le réseau. Donc, si vous prenez, je ne sais pas moi, Billit ou Gcosoft ou Winbooks ou que sais-je d'autre, eh bien, ces logiciels, en fait, sont capables de vous inscrire sur le réseau PayPal, de modifier vos coordonnées sur le réseau PayPal. Admettons, vous changez de numéro de compte en banque, vous changez d'adresse mail ou que sais-je d'autre. Eh bien, ces logiciels sont capables de mettre à jour vos informations sur le réseau et éventuellement de vous désinscrire du réseau PayPal pour vous permettre de vous réinscrire sur une autre plateforme si vous décidez de changer. Donc, c'est le logiciel que vous utilisez qui vous sert d'interface. On n'a presque rien à faire en fait. Il faut, Oui, enfin, tout est relativement automatique. l'étape, c'est choisir l'outil qui va correspondre à vos besoins et qui est le même, enfin, qui permet de Oui, parler au comptable. tout à Donc fait, ça, c'est hein. vraiment le moment un peu peut-être plus fastidieux où il faudra creuser et de savoir quel est l'outil pour moi. Ou si, et normalement, tous les outils actuels belges font cet accès à PayPal. Mais il y a des logiciels qui ont décidé de ne pas passer Ok. au réseau PayPal. On a le cas d'un logiciel pour des opticiens où ils ne font pas la démarche. Et donc, c'est tellement spécialisé comme logiciel, puisque ça intègre voilà, des fonctionnalités métiers qui sont particulières, qu'il n'est pas pensable pour ces opticiens de changer d'outil. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point un outil qui va lire dans la base de données de ce logiciel les factures pour pouvoir les faire transiter vers le réseau. Donc, on a des cas particuliers qui sont vraiment spécialisés où on va carrément faire des développements, faire des traitements logiciels qui permettent de les rendre compatibles avec le réseau PayPal. Mais ça, c'est vraiment un cas d'usage particulier. Mais effectivement, tous les logiciels. Dites-nous dans le chat si vous êtes dans un cas particulier et que vous savez que votre logiciel de gestion, votre logiciel comptable ne fait pas ce lien avec PayPal. Je vois aussi sur tes slides, Eric, c'était une question dans le chat. Est-ce que Odoo fait ça aussi? Je suppose que cette personne euh, utilise Odoo. Et donc, je suppose, en voyant tes slides, que Odoo fait aussi cette intégration PayPal. Oui, tout à fait, hein. Donc, Odoo permet d'envoyer des factures sur le réseau PayPal et d'en recevoir. Et donc, pour Odoo, le point d'attention qu'il faut avoir est sur la comptabilité. Donc, en fait, Odoo, c'est un ERP avant tout, donc un logiciel de gestion. Et donc, la question est de savoir si vous décidez d'utiliser Odoo, mais est-ce que vous serez compatible avec votre comptable? Parce que si vous avez un comptable qui utilise Winbooks, par exemple, il faut être certain d'avoir une passerelle entre les deux. Hein, il Mhm. faut être certain d'être voilà, capable de faire l'intégration. Donc, vous devez quand même vous rapprocher de vos comptables avant de vous lancer dans une intégration, parce qu'on a eu justement quelques cas avec Odoo où on a dû faire des récupérations de données pour faire des migrations. Il y a eu beaucoup de publicité et d'informations à ce sujet, et donc là, finalement, il y a eu quelques, voilà, quelques couacs, mais voilà, rapprochez-vous de vos comptables, ça c'est sûr, hein. D'ailleurs, je me suis dit, ce serait peut-être le moment de lancer le petit sondage. Si vous utilisez un outil, est-ce que vous savez s'il est connecté à PayPal, s'il n'est pas connecté à PayPal? Peut-être que vous ne savez pas et très bien, posez-nous la question. Peut-être qu'Eric, certainement qu'Eric pourra y répondre. Ou vous n'avez pas encore d'outil et que vous êtes encore en papier ou PDF, PDF simple, une facture non structurée envoyée par email ou par courrier. Euh,
Le sondage bouge vite. Je vois que principalement, ils sont à 67% des répondants sont encore au papier ou au PDF simple et 33% ont un logiciel connecté à PayPal. Donc voilà, c'est encore bougé. On est à 70, 67% encore papier et PDF. Je vais mettre Oui, fin et partager les résultats pour que vous voyez un petit peu, et que toi aussi tu puisses voir. oui. Donc Donc là, voilà, c'est urgent, hein, donc ça veut dire qu'il ouais. faut choisir une solution rapidement. Donc, premier réflexe, c'est comptable. Qu'est-ce que mon Mhm. comptable suggère, propose? Ça, c'est vraiment voilà, le point de départ, c'est la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième étape que vous pouvez faire, c'est tiens, dans ma corporation, dans mon milieu, qu'est-ce que mes collègues utilisent, qui est déjà éprouvé, qui fonctionne bien? Et la dernière étape que vous pouvez faire, c'est voilà, je ne trouve pas de réponse, il faut vous tourner vers un informaticien de gestion. Donc en fait, dans mon métier, on est présent donc voilà, sur tout le territoire wallon, sur tous les logiciels, toutes sortes de logiciels. Donc les solutions existent. Et parfois, un simple échange téléphonique ou voilà, une petite communication, une consultation d'une demi-heure, même à distance, ça permet d'exposer le cas d'usage et dire, ben oui, tournez-vous vers telle ou telle solution, c'est le plus facile, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous revenir à ce sujet. Évidemment, ici, dans un webinaire, on ne sait pas traiter tous les cas spécifiques, hein, ce n'est pas possible. Mais donc, voilà, je vous ai segmenté les logiciels en trois parties, hein, les solutions web en ligne avec quelques suggestions. Vous avez l'intégration avec les comptables, avec Horus, Bob, Winbooks. Donc, c'est Falco, Winbooks Connect et Sage Cloud Demat. Et puis, alors, vous avez donc tous les ERP, tous les applicatifs spécialisés. Donc, hein, je proposais, voilà, je parlais d'Odoo, on parlait de Gecosoft, d'Astral, de Virtuosa pour le secteur du bâtiment. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de solutions qui existent. Je vous renvoie aux listes, hein, donc, de Digital Wallonia et du SPF qui ont fait le travail de recenser tout ça. Et à nouveau, on est à votre disposition si jamais. Est-ce que je montre un petit vidéo d'exemple? Oui, parfait. Je mettrai aussi pendant la vidéo, je mettrai aussi le lien vers cette cartographie qui a été faite pour voir un peu tous les logiciels, pardon, les solutions d'e-facturation disponibles. Voilà. Donc ici, on se connecte à un logiciel de facturation, une plateforme web. Comme je disais, voilà, c'est un exemple, hein, c'est une des solutions possibles. Donc, on est sur logiciel de facturation donc de Winbooks. Et donc, en fait, pour ceux qui ont déjà utilisé un logiciel de facturation, il n'y a rien de très compliqué dans le sens où on sélectionne un client et on va pouvoir indiquer dans cette zone centrale les articles que l'on veut facturer avec un prix. Ça va nous calculer un total. Et ce qui est intéressant ici, c'est ces boutons ici en dessous où on peut générer une facture au format PDF ou on peut faire un envoi sur le réseau PayPal. Donc, en fait, créer une facture disponible ou envoyable par le réseau PayPal, c'est pas très compliqué. On le fait comme on le ferait avec n'importe quel logiciel de facturation. Ce qui compte, c'est d'avoir ce bouton envoi qui va lancer la facture sur le réseau et de superviser les factures envoyées de sorte à s'assurer qu'elles sont bien parties et que votre interlocuteur les a bien reçues, hein. Donc, on a vu qu'on a eu un petit sablier quand on a appuyé sur le bouton Send. Le système a quand même été interroger le fournisseur de service pour voir si le client à qui on envoie la facture est bien disponible sur le réseau PayPal. Et donc, ici, dans la suite de la vidéo, on va aller voir sur un écran la supervision de l'envoi. Donc, est-ce que la facture est bien partie? Est-ce que l'interlocuteur vers lequel on essaie d'envoyer va bien la recevoir, quoi. Donc là, on a créé deux factures qu'on a envoyées à deux endroits différents. Donc là, on va simplement se connecter sur le portail de supervision, donc il va nous permettre de voir si les factures sont bien parties. C'est une manière de faire, hein. D'autres logiciels vont afficher ça de manière différente. Voilà, hein, donc c'est vraiment pour l'exemple, mais c'est pour donner voilà, du concret, je vais dire, et l'information sur... voilà. Donc là, on a les deux factures qu'on vient d'envoyer et on voit ici qu'il est mis sent. Donc elles ont un statut envoyé, elles sont bien parties. Donc, à partir de là, je me reconnecte sur le destinataire. Donc, je suis sur une autre plateforme qui appartient aussi à Winbooks. Ici, c'est Winbooks Connect.
Et donc, on se connecte en fait sur cet environnement qui est web et on voit que la facture est déjà arrivée. Donc, elle est là. Donc, il n'y a rien de à faire. Donc, tout ça pour montrer que c'est vraiment simple. Hein, elle est disponible et on peut éventuellement la lier à son comptable, l'envoyer directement dans le programme de comptabilité avec le petit envoi avec le symbole là, d'avion. Et on voit que toutes les informations présentes dans la facture ont été reconnues à gauche. Donc, on a les totaux, on a les codes TVA et que sais-je d'autre. Donc ça, c'était une des deux factures qui ont été reçues. Et là, on aurait pu même aller sur la partie paiement, par exemple. La deuxième facture qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, donc en fait, elle est envoyée vers Winbooks sous Windows, qui est un autre logiciel, mais qui est également capable de recevoir les factures au format PayPal. Donc, c'est un autre type d'application. Donc, c'est un autre exemple. Et là, on peut démarrer donc un module qui s'appelle Virtual Invoice, qui permet de recevoir et de voir la facture qui vient du réseau. Donc là, il nous indique qu'il a reçu une nouvelle facture. Voulez-vous la voir? Oui. Et là, on voit que la facture arrive immédiatement et elle est directement visible. Et on voit également que tout le contenu utile est reconnu, hein, avec les informations sur le tiers, numéro de TVA, les totaux et compagnie. Et pour l'encodage dans le programme de comptabilité, eh bien, il suffit de cliquer sur un seul bouton et toute la facture est encodée. Voilà. Donc, c'est une petite démo rapide, mais ça a le mérite de montrer en fait que ce n'est pas très compliqué et que c'est rapide et que c'est relativement automatique. Et là, on a vu le format facture qu'on a l'habitude de voir, mais tu nous avais dit aussi que tu allais nous montrer le format un Oui, peu qui fait peur, oui, donc en fait, le, tout le ça, format électronique, le message l'arrière électronique derrière. voilà, l'arrière de cela, c'est ceci. Donc en fait, ça, c'est une facture électronique. Alors là, c'est évidemment un petit peu violent, mais en fait, c'est lisible parce qu'on sait voir le nom du tiers. Voilà, hein, on sait retrouver les informations par rapport au destinataire et on a plus loin les informations avec les totaux et ce genre de choses-là. Et on a une longue chaîne de caractères qui inclut le format PDF. Ah oui, c'est un petit peu, voilà, hein, c'est un peu Oui, oui, rébarbatif. Sylvie nous dit, elle est affreuse cette facture. Mais donc, un logiciel, c'est lire ce, ce code, C'est ça. cette facture, et vous la proposez dans un Voilà. format Exactement. Et donc, quand on regarde la lisible petite vidéo pour tout tout à œil. l'heure, oui, tout à fait. Mais quand on regarde la petite vidéo tout à l'heure, on voyait cette petite facture qui se baladait, hein, à travers le réseau. Ben, c'est ce fichier-là qui se promène, en fait, et tous les logiciels qui sont compatibles PayPal sont capables de la lire et sont capables éventuellement d'en générer pour l'envoi de la facture. Et c'est standard, donc ça permet d'être traité et automatisé de manière efficace, quoi, en fait. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière ça, quoi. Donc, Moins et c'est d'encodage interprétable et et plus visible. rapide. Et vous pouvez l'imprimer si vous voulez, je vous le déconseille. On est dans un monde digital maintenant. À ce sujet, on va quand même aborder la question de la conservation des documents et la question également de la souveraineté. Alors, de quoi s'agit-il? euh, Vous devez maîtriser vos données. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue légal, vous devez conserver un duplicata de vos factures. Non, pardon, je formule. Vous devez conserver les originaux de vos factures pendant 7 ans, c'est une obligation légale belge, et être capable de le restituer à l'administration en cas de contrôle à première demande. En Euh, version papier, en version... Format électronique à ce moment-là, parce mhm. qu'il n'y a qu'un seul original. L'original, en fait, ce sera à partir du 1er janvier la facture PayPal. Donc, ce format original électronique, vous devez le conserver. Vous devez le conserver à tout le moins 7 ans, mais parfois plus longtemps, puisque vous êtes obligé de conserver vos factures pendant la durée des amortissements comptables. Donc, si vous faites l'acquisition d'un bâtiment que vous amortissez en 15 ans, ben, vous allez devoir conserver le format électronique au moins pendant 15 ans. Alors, pour conserver ces données, si vous les confiez à une plateforme web, comme je l'évoquais tout à l'heure, la plateforme web, elle pourrait disparaître. Hein, on connaît des cas malheureux, même de banques qui ont disparu. Alors pourquoi pas une plateforme web? Elle pourrait disparaître aussi. Donc vous devez être capable de faire une sauvegarde quand même de vos données si votre comptable ne s'en occupe pas pour vous. Si vous utilisez une application qui est liée à votre comptable a un duplicata de vos factures électroniques, ce qui permet en fait de vous assurer que vous ayez fait au moins le minimum raisonnable pour la conservation de vos données électroniques. Au même titre que vous devez quand même conserver
vos factures papier à l'heure actuelle dans un format qui soit et dans un environnement de conservation qui soit raisonnable aussi. Donc, vous devez être capable de savoir où sont vos données et être capable éventuellement d'en faire une copie pour les récupérer soit de chez votre comptable, soit de votre plateforme dont vous faites usage pour l'envoi et la réception de vos factures. Donc, c'est ce qu'on appelle la souveraineté des données. Ce n'est pas qu'une question d'évoluer aux États, c'est aussi une question qui revêt aux entrepreneurs et aux indépendants qui sont assujettis à TVA. Et concrètement, c'est se poser la question ou poser la question directement aux fournisseurs de logiciels. Comment je peux avoir accès à mes données? Est-ce que je peux les sauvegarder séparément? Combien de temps vous les gardez? Et quoi d'autre? Voilà, Et savoir où elles sont stockées. Ça aussi, voilà c'est c'est peut-être ça. Donc, de important toute de façon, il y a la savoir si c'est dans le question. cloud aux Voilà. États-Unis. C'est ça. Mais donc, il y a la question du respect du GDPR, hein, donc, qui est une réglementation sur la protection des données. Et donc, cette réglementation est également une directive européenne. Et donc, ça veut dire que vous pouvez stocker vos données liées à des factures que sur des plateformes qui sont européennes. Donc, vous ne pouvez pas stocker ça sur des plateformes américaines, par exemple. Maintenant, si vous avez un drive Microsoft, eh bien, par exemple, Microsoft s'engage à travers ses conditions générales et manifestement la pratique à stocker le contenu des drives sur des serveurs européens. Donc, ça Mhm. fonctionne, c'est acceptable. Hein. Donc, si vous faites une sauvegarde de tous vos XML, donc de toutes vos données factures électroniques structurées sur un drive Microsoft, vous n'êtes pas dans les légalités. Hein, donc, voilà. Mais bon, l'idée, c'est quand même de confier à un tiers la sauvegarde de vos données à travers le comptable, à travers une plateforme. Ça vous assure de vous décharger de ces problèmes-là, surtout pour les petites structures. Petite question encore sur les outils. Une question de Fabienne. Peut-être qu'on a été rapide ou Oui. pas très clair, vu qu'on est passé sur plusieurs logiciels. Elle demande, mais tiens, on doit s'abonner à combien de logiciels et plateformes quand on va devoir s'inscrire à PayPal? Alors, l'idéal, c'est une seule. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser une seule plateforme dans laquelle on va recevoir toutes ces factures et à partir de laquelle on va émettre toutes ces factures. Ça, c'est le cas le plus simple et le plus souhaitable. Seulement, voilà, il est possible que certains d'entre vous fassent de l'e-commerce. Et donc, si on fait de l'e-commerce, on doit peut-être être capable d'émettre des factures avec sa plateforme e-commerce, mais également être capable d'émettre des factures voilà, à son comptoir de vente ou à son bureau. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir deux plateformes d'émission de factures électroniques dans des journaux séparés, mais qui finiront quand même dans votre comptabilité. Mais a priori, c'est un seul logiciel, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est le plus optimum pour Oui, tout le oui, monde, pour le comptable, le plus pour simple. vous. Le plus simple. Et de toute façon, dans l'absolu, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Donc, si on multiplie les plateformes, on perd du temps. Alors, Donc, une question de Sylvie, justement par rapport à on revient juste un tout petit peu en arrière sur la sauvegarde de ses données comptables. Si elle veut changer de comptable, comment elle fait pour récupérer justement ces dossiers, ces données? donc, on va faire une petite parenthèse et sortir un petit peu du cadre de PayPal, en fait, Mhm, et parler de la déontologie entre comptables. Donc, en fait, il existe donc une déontologie, et donc c'est un métier avec un agrément et où les comptables doivent se transmettre tous les formats d'échange de données, donc électronique ou papier, d'un collègue à un autre. Donc, si vous changez de comptable, eh bien, votre comptable doit transmettre tout au nouveau, que ce soit électronique ou que ce soit papier. Donc, ça résout une partie du problème. Cela étant, il n'empêche qu'un comptable peut disparaître ou vous pouvez avoir des difficultés quelconques. Et bien dans ce cas, il faut quand même être capable éventuellement de demander une copie de sécurité à votre comptable épisodiquement. Ça peut quand même être aussi utile. Revenons à PayPal. Une question par rapport à donc à l'installation de ce système PayPal en 2026 par l'État belge. Est-ce que il y aurait une période où on va pas être sanctionné directement? Est-ce qu'on a encore une petite période d'adaptation ou au 1er janvier on risque ou non, on va avoir une amende? Donc, l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet, lui, il est formel, donc il indique c'est sanction à partir du 1er janvier. Euh, Maintenant, il y a eu donc,
une question parlementaire qui a été posée à un fonctionnaire TVA qui a dit que de toute façon, qu'il serait obligé de passer par une période transitoire où il devrait aménager cette question d'application des amendes TVA, enfin des amendes de retard d'application PayPal. Et donc, la réponse a été, je vais dire, aussi vague que mon allocution à ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnaire était bien embêté parce qu'il n'y a toujours pas de circulaire de mise en application dans les administrations TVA qui sont locales. Hein, donc, voilà, ici à Namur, on a Namur 1, Namur 2, Namur 3. Voilà, chaque région a son administration TVA et ils n'ont pas encore reçu les directives de mise en application. Ils ne savent pas comment ils vont faire les contrôles et en quel cas on pourra constater un défaut ou non. Ce qu'on sait, c'est que les 6 premiers mois de janvier vont être déterminants pour examiner la manière dont ça va être adopté. Et on sait également que si on a un contrôle TVA dans 2 ans, l'administration va avoir du mal à identifier si un abonné était bien présent à partir du 1er janvier ou non. Donc, a priori, les 6 premiers mois vont être relativement tolérants pour cette question d'application de ces amendes, mais au-delà, il faudra quand même prouver qu'on a entamé une démarche visant à se mettre en conformité. Ok. Donc il Compliqué. y a, ouais, ouais, ouais. L'administration belge, c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, Mais ils petite ont déjà les outils pour tolérance, mais sanctionner. Hein. il faut s'y mettre, quoi. Oui. Le message, c'est Oui. il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Hein. Si vous n'êtes pas encore complètement au fait le 1er janvier, ça peut passer, mais il faut y réfléchir. Oui, Il faut y réfléchir dès maintenant. tout à fait. Oui. Il faut y aller là parce que ils ont les outils déjà. Donc voilà. Petite question de Sylvie, très active dans les questions, hein. N'hésitez pas à faire comme Sylvie et à poser vos questions parce on va arriver à la fin de ce webinaire. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Vous aurez un replay, vous aurez le support de présentation. C'est le moment de poser vos dernières questions. Si ça n'a pas été répondu au préalable, n'hésitez pas. Je prends la question de Sylvie. Au niveau des déclarations de TVA, est-ce donc bien toujours mon comptable qui fait mes déclarations trimestrielles ou est-ce que ce sera un résumé des encodages PayPal? Donc, les factures qui vont passer par le réseau PayPal, hein, comme j'expliquais, c'est assimilable donc, à l'envoi d'un email. Donc, il n'y a pas d'interception ou d'échange ou d'envoi des factures vers l'administration pour le moment. Donc, il y a des projets de système à 6 coins, comme on appelle ça. Donc, en fait, non seulement vous avez votre facture au fournisseur de services qui les envoie au fournisseur de services du destinataire, puis à votre destinataire, eh bien là, il y aurait une copie, dans ce cas-là, qui sera envoyée de l'émetteur et du destinataire à leur administration respective. Et là, on se retrouverait avec un duplicata, un double envoi qui sera envoyé vers l'administration. Et dit que si on a la facture émise et la facture reçue d'autre part, bien en fait, on serait capable de générer une déclaration TVA. Reste le problème des recettes de caisse et ce genre de choses. Enfin, il y a plein de problèmes à résoudre, mais toujours est-il que l'administration souhaiterait en arriver à avoir un système de génération automatique de déclaration TVA. On Plus de en est très TVA à loin. soumettre. Plus de TVA à soumettre, mais on en est très loin. Ce ne sont que des projets. Tout ça, voilà, c'est comme l'histoire de la disparition du forfait TVA pour les agriculteurs. C'était une question qui avait été soumise en préliminaire de la Et présentation. d'ailleurs, Alain vient de remettre cette question-là à l'instant. Timing parfait, Eric. Donc, Et, quid de la survie des régimes forfaitaires des agriculteurs, régime donc, particulier en matière de TVA? voilà, régime forfaitaire fiscal, régime forfaitaire TVA. Donc, régime forfaitaire TVA, il est clairement, une fois de plus, je vais dire, dans la ligne de mire de l'administration. Ça fait longtemps qu'ils n'en veulent plus. Moi, je pense que le régime forfaitaire TVA ne survivra pas à PayPal. Donc maintenant, c'est les échos que j'ai encore Est-ce que des tu gens oserais te de dire Bossa. dans un certain horizon de temps ou Les discussions que j'ai eues avec les collaborateurs de Bossa, Bossa c'est le bras armé digital du SPF, hein, donc c'est fédéral. Et donc les discussions que j'ai avec donc différents fonctionnaires disent qu'ils ont objectif 2028. Ils voudraient bien voilà, ne plus avoir de forfait TVA à partir de 2028, mais il n'y a encore aucun texte voilà, à ce sujet, donc il n'y a encore rien de formalisé, mais c'est ce qu'ils espèrent arriver à faire. alors aussi Pauline qui demande une
précision avec donc un exemple sur l'autofacturation, le bordereau d'achat. Euh, Est-ce que si je vends des céréales via la coopérative qui va donc rédiger cette autofacture, enfin, moi dans PayPal ou la coopérative la rédige et me la fait parvenir? Donc, la coopérative, à la place de rédiger un bordereau, ou en plus de rédiger un bordereau papier, va générer une facture, une autofacture qu'elle va faire parvenir à l'agriculteur. Par PayPal. Par PayPal, tout à fait. Et donc là, il faut pouvoir réceptionner la facture par L'autofacture. PayPal. Oui, tout à fait. L'autofacture, pardon. C'est ça. On dit autofacture, donc qui est équivalent d'un bordereau, on va dire. Voilà. Voilà, Donc, j'espère que du coup c'est plus clair pour Pauline. Est-ce que, donc là je vois, encore une fois, hein, n'hésitez pas, on peut encore prendre encore quelques questions. Est-ce que toi, Eric, tu veux éclaircir encore des derniers points pour les quelques minutes les dizaines de minutes qui nous restent? oui, donc en fait, dans les points clés, la Mhm. synthèse, hein, c'est que bah, de toute façon, il faut faire la mise en conformité. Hein, pour le 1er janvier, c'est indispensable. Au niveau fonctionnement, c'est standard, ça réduit les erreurs, c'est fiable, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Les avantages en termes d'efficacité et de rapidité de traitement, voilà, c'est vraiment le cas. Hein. Je veux dire, si à un moment donné je voyais des aspects négatifs, je les dis bien volontiers, mais en fait, pour toute la clientèle qu'on a mis en service et qu'on a fait évoluer vers PayPal, les gens sont plutôt satisfaits et heureux de cette évolution, quoi, en fait. Donc, Mhm. c'est plutôt positif. Un retour positif à l'usage de PayPal, quoi. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le message le plus important, finalement, que je peux faire passer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu de client Qui a été négatif après qui soit l'installation revenu d'un après outil un mois en qui leur est disant utile. ça marche pas bien, c'est désagréable, on a des problèmes de double emploi, ce genre de choses-là. C'est pas vrai du tout. Les logiciels sont quand même relativement bien faits, les plateformes fonctionnent bien, l'interaction avec les comptables est améliorée. Donc, grosso modo, c'est quand même beaucoup d'avantages, voilà, globalement. Euh, Je prendrai ce moment où tu parles des avantages. Est-ce que, vu qu'on approche de la fin du webinaire, est-ce que vous avez encore des craintes, des freins par rapport à l'adoption de la facturation électronique de PayPal? Est-ce que, par exemple, votre principale crainte serait la complexité technique, le coût des outils, le manque de temps, l'incompatibilité avec votre système actuel ou votre comptable, ou le manque de clarté sur l'obligation légale? euh, Répondez à notre petit sondage pour voir un petit peu où on aurait peut-être pu insister davantage, où on doit encore éclaircir peut-être dans ces dernières minutes certains points. pour répondre aux questions aussi, donc dans le PDF avec tous les slides que vous allez recevoir, il y a une FAQ donc qui a été traitée non seulement par voilà, des comptables, experts comptables ou avocats fiscalistes ou le SPF Finance. Donc vous avez toute une série de questions qui sont traitées par thématique. Dans lesquelles vous trouverez voilà, vraiment les réponses à beaucoup de cas, beaucoup de voilà. Donc ça, n'hésitez pas à consulter. Et moi, je vois par exemple ici, il y a une déduction fiscale de 120% pour les investissements qui sont faits pour vous mettre en conformité Intéressant ça. avec PayPal. Donc il y a une petite, voilà, un avantage fiscal qui est octroyé pour les investissements que vous aurez à faire. C'est expliqué ici, des informations techniques. Enfin, C'est d'ailleurs une des craintes et des freins par rapport à l'adoption de la facturation électronique. C'est justement le coût des outils. Donc, il y a une possibilité de déduction fiscale par rapport à ça. et comme je le disais, il y a des outils gratuits de réception, à tout le moins pour les toutes petites structures et pour les Comme Docal, locales, réception. Ouais. Bilit. Billit, c'est payant, hein, mais Ah, c'est payant. on commence à 7 € par mois. Donc Mhm. voilà, il y a Et même le dernier que tu avais mentionné, c'était Bill2Box, hein, Bill to qui est Box. Lui est gratuit Bill2Box. jusqu'à un certain nombre de factures, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses avec des tarifs différents. Si vous avez des applications en fait comme Falco, qui est la partie Horus Software, ben, la partie, ben, vous devez louer le module de base, mais la partie facturation électronique est gratuite. Donc voilà. Donc voilà, il y a plein de possibilités très accessibles.
Donc, je pense que le coût n'est pas un argument. Voilà. C'est un faux argument. Petite question encore sur les logiciels. On a parlé de l'autofacturation pour les marchands de bêtes, par exemple. Est-ce qu'il y a des logiciels adaptés à la réception de ceux-ci? Tu avais dit qu'il y en avait très peu. Est-ce que tu pourrais donner quelques noms? Et donc, oui, voilà, des logiciels adaptés à la réception de ceux-ci pour les agriculteurs. La plupart des logiciels sont incompatibles actuellement. C'est une question d'Ophélie. Tout à fait. Et donc, en fait, on a donc un fournisseur de services hein, qui est de Wolter Kluwer, qui est le plus gros éditeur de logiciels de Belgique. Hein. C'est un gros groupe, 6 milliards de chiffre d'affaires. Et ils ont une structure belge qui inclut Codabox, qui inclut voilà, toute une série de logiciels. Dedans, en fait, ils offrent des fonctionnalités de fournisseurs de services sur lesquelles nous, pour nos logiciels, on est abonnés, mais également Sage Cloud, DMAT et Kite, qui sont les logiciels utilisés avec des plateformes essentiellement liées au programme de comptabilité Bob Software. Et nous, on a également, avec GecoWeb Facturation, une plateforme aussi qui permet de faire la réception et l'envoi des autofactures. Ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a également un en Flandre, mais ça va se débloquer. Hein, donc, ça sort Mhm. là tout doucement. Donc, les fonctionnalités sont venues. Donc, en tout cas, nous, on a au moins deux solutions à proposer pour le moment. Qui sont, Voilà. tu peux le répéter? Donc, il y a Bob Demat et Kite, et nous, de notre côté, on a GecoSoft, Ok. GecoWeb Facturation, qui inclut voilà, ces fonctionnalités d'envoi-réception en autofacture. Quoi. On a encore une question d'Ordésia qui a deux principales activités. Une activité de consulting en agriculture et une activité de service traiteur. Actuellement, elle facture séparément les deux activités. Est-ce que ce sera toujours possible via PayPal de séparer les deux types de facturation? Alors oui, en fait, on a quand même pas mal de logiciels qui permettent de tenir plusieurs journaux de facturation. D'ailleurs, dans la démonstration que j'ai fait juste avant avec donc, la plateforme de facturation Winbooks on Web, eh bien, on avait la possibilité de choisir son journal de facturation. Donc, on peut avoir un journal pour une activité et un autre journal pour l'autre. Et on peut d'ailleurs en avoir autant qu'on veut. Et ce qui implique également d'avoir peut-être un layout de facture, donc avec un logo différent et des informations, même peut-être de compte en banque, différents suivant l'activité. Donc oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un problème qui existe même en dehors du fait de PayPal. Hein. Mais Voilà. du coup, on a deux identités PayPal dans ce cas-là ou Non, on a une seule identité PayPal. Hein. En fait, c'est une identité PayPal par numéro de TVA. Cela étant, en fait, je vais quand même aller un peu plus loin. Donc, en réception sur le réseau PayPal, on n'est présent qu'une seule fois. On ne sait recevoir les factures que par un seul point. Tandis que pour l'envoi, je peux facturer avec un logiciel de caisse à un comptoir, je peux facturer avec un autre logiciel sur l'e-commerce ou sur mon back-office dans mon bureau où je facture voilà, avec un logiciel. Je peux avoir autant de moyens d'envoi que je souhaite. À nouveau, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on souhaite, c'est n'en avoir qu'un seul et tout rassembler. Quoi, hein. C'est quand même plus Mhm. facile. C'est pour ça que je parlais d'avoir un seul point d'émission, mais deux journaux, pour avoir deux identités différentes, mais un seul logiciel. Quoi. Mais on peut imaginer avoir deux logiciels de facturation, hein, mais qui doivent être sur le réseau PayPal. Hein. Si on émet des factures d'un assujetti vers un autre assujetti, on doit être sur le réseau PayPal, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Euh, je pense qu'on en a parlé, mais je vais quand même reposer la question de Nathalie. Comment reçoit-on le numéro qui nous sera attribué via le système PayPal? Alors, c'est le logiciel qui vous le donne. Donc, en fait, ici, je viens de vous afficher PayPal Directory. Hein, donc, c'est le répertoire général, le Google, je vais dire, entre guillemets, de PayPal. Et donc, ici, j'ai tapé le nom de la société et il m'a retrouvé donc l'adresse PayPal. Et ça, c'est le logiciel qu'on a utilisé pour s'inscrire sur le réseau PayPal qui l'a créé, qui l'a identifié sur le réseau. Donc en fait, ici, ben, si on utilise, dans le cas, voilà, je parlais de Winbooks, mais ici, ça peut être, je parlais tout à l'heure de GecoWeb Facturation, ben, si on prend un abonnement dessus, on a un bouton enregistrement PayPal.
Là, le système va demander, oui, mais vous devez nous indiquer les numéros de compte en banque, votre adresse email, toute une série d'informations à compléter. Vous faites valider. À ce moment-là, il va vous générer instantanément, l'adresse PayPal et vous serez présent sur le réseau et vous serez à même de recevoir des factures. Et ce qui se passe en fait quand on s'identifie sur le réseau, c'est qu'il y a des fournisseurs qui scannent régulièrement le réseau pour chercher après des nouveaux abonnés. C'est le cas de Proximus. Dès que vous êtes présent sur le réseau, votre facture Proximus va automatiquement arriver par le réseau PayPal dans les semaines qui suivent, sans que vous n'ayez besoin de les Intéressant. prévenir que vous êtes sur le réseau. Euh, mais au final, quand on a un logiciel, on ne doit même pas s'inquiéter de notre numéro d'identification PayPal. Tout se fait automatiquement. C'est intéressant de comprendre et de savoir, mais euh, Mais c'est-à-dire par que la ce n'est suite, l'information est dans le fichier pas très joli qu'on a vu tout à l'heure, mais que nous, voilà, Ouais. Alors, il ça y a sert juste de... une petite chose, c'est imaginez que vous devez envoyer une facture à un Italien, par exemple. Eh bien, en fait, l'Italie, ce n'est pas 02, 08, 2 points de numéro d'entreprise, ils ont une autre nomenclature. Et donc, en fait, les logiciels belges ne savent pas deviner l'adresse. Ils sont obligés, en fait, d'obtenir l'adresse pour pouvoir envoyer la facture. Donc, ça, dans les fiches donc des logiciels de facturation, ben, vous devrez avoir la possibilité éventuellement de spécifier une adresse PayPal si vous n'arrivez pas à réidentifier votre tiers, en fait. Voilà. Alors, une question qui, je pense, permettra de clarifier, hein. Est-ce qu'on doit aller sur le réseau tous les jours pour savoir si on reçoit une facture ou reçoit-on aussi un email, par exemple? Je vais essayer, pour voir si moi aussi j'ai bien compris, je vais essayer d'y répondre, Eric. Euh, de ce que je comprends, c'est que le réseau PayPal, vous êtes inscrit, la facture passe par ce réseau, mais au final, c'est dans votre logiciel, dans votre fournisseur comptable que vous allez recevoir votre email. Donc, si dans votre logiciel, vous configurez pour recevoir un email à chaque facture que vous recevrez, vous allez recevoir un email. Mais sinon, vous recevez cette facture sur votre Votre logiciel, plateforme, votre plateforme tout à comptable ou fait. votre ERP. Donc, Voilà, mais c'est c'est oui et exact. non, en fait, Donc, voilà. à la question. C'est-à-dire que si vous démarrez votre logiciel ou votre plateforme web qui est capable d'envoyer et de recevoir des factures, mais vous verrez la facture apparaître spontanément directement. Comme quand vous démarrez votre logiciel de mail, une fois que vous démarrez votre logiciel de mail, ben, les nouveaux mails apparaissent. Ben, ça va être la même chose, sauf qu'à la place d'aller lire vos mails et donc vos factures dans votre boîte mail, ben, vous allez ouvrir votre plateforme de facturation soit web, soit Windows, soit ERP, comme on en a parlé tout à l'heure, et vous allez voir les factures apparaître. Voilà. Alors Donc, Sylvie nous fait une petite comparaison. En fait, PayPal n'est que l'autoroute pour relier un point A à un point B, si j'ai bien compris. Et je pense que elle a très bien compris. Et donc à chaque autoroute, il y a une petite maison et on n'a plus qu'à ouvrir la petite maison et on voit nos factures. Et la petite maison, c'est par exemple votre voilà, logiciel comptable ou votre ERP. c'est ça. Hein, la comparaison avec la poste, finalement, tient la route aussi. Hein, donc, Mhm. voilà, c'est transitaire, quoi, en fait. Hein, c'est, voilà. Pas, en fait, c'est assez simple d'un point de vue conceptuel et ça en fait un système fiable en réalité. Hein. Et alors, Sylvie a eu l'info que pour l'envoi des factures intracommunautaires, il ne fallait pas passer via PayPal. Vrai ou faux? Alors oui, tout à fait. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Hein. Donc, d'un point de vue législatif, donc c'est 1er janvier 2026 entre assujettis belges. Mhm. Voilà, ça c'est l'obligation formelle. Donc, dès qu'on sort de ce cadre, donc si je suis assujetti et que j'envoie une facture à un assujetti français, je ne suis pas obligé de l'envoyer par le réseau PayPal. Voilà. Mais la bonne pratique, ce sera de commencer, si il est inscrit à PayPal, à déjà envoyer par PayPal. Oui. Et de toute façon, d'ici 2029, si j'ai bien retenu, tout le monde, toute l'Europe utilisera PayPal. Tous les Exactement. assujettis TVA utiliseront PayPal. Effectivement, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une pression générale, en fait, où les gens vont vouloir les recevoir par PayPal. Et donc, on a déjà le cas, j'expliquais, entre des ASBL belges et norvégiennes, où les Norvégiens qui ne sont pas qui ne sont pas tenus de le faire obligatoirement,
l'imposent à leurs interlocuteurs en disant, nous, votre facture, on la rejette si vous ne l'envoyez pas par PayPal. Et donc là, c'est à nouveau la même chose qu'on a avec les administrations belges et la Wallonie en particulier, où elle va rejeter les factures qui ne leur seront plus pas envoyées par PayPal. Donc finalement, même si vous n'êtes pas sur le réseau, ben, vous allez quand même devoir le faire, quoi, en fait. Donc quelque part, ça va se généraliser, en fait, hein, assujetti ou pas d'ailleurs. Alors, je vois qu'Anna demande aussi, bah, tiens, ma comptable, elle est sur Squarelle. Et du coup, est-ce qu'elle est aussi obligée, entre guillemets, de s'abonner à Squarelle pour les factures émises reçues? Car elle en émet pas beaucoup, mais elle en reçoit énormément. Oui, c'est ça. Mais donc, si vous en émettez une qui est dans le cadre de la législation, la réponse est oui, vous devez utiliser un module de facturation. Oui, tout à fait. Mhm. Une facturation PayPal, donc. Voilà. Donc effectivement, les plateformes et les logiciels qui sont mis à disposition, comme Squarelle ou comme d'autres, vous avez l'option de recevoir des factures, mais vous n'avez pas toujours l'option d'émission. Certains logiciels eux, vont proposer les deux, avec un forfait qui inclut X facture, par exemple. Je parlais de Gcosoft tout à l'heure, Gcoweb Facturation, c'est 14 € par mois et ça inclut un volume de factures en entrée et en sortie, en fait. Ok. Ça dépend des logiciels et des cas d'usage. Et donc, pour, pour Squarelle, par exemple, il y a un accès comptable et puis il y a un accès entrepreneur, je vais Client, dire. entrepreneur, tout à Oui. fait. Voilà. Donc, sur Squarelle, quand on prend Squarelle et que le comptable utilise Squarelle, c'est pas qu'on est obligé d'utiliser Squarelle, c'est qu'il y a une partie client qu'on peut utiliser pour émettre et pour recevoir des factures. Disons que l'origine de Squarelle, c'est avant tout un outil d'échange entre le client et le comptable. Mhm. Puis c'est devenu, par la force des choses, un outil d'échange PayPal également. Ok. Voilà. Quel serait, je vois que le temps passe hein, quand on Oui. s'amuse avec les factures et PayPal, le temps passe très vite. Conclusion, Eric, que dirais-tu à notre secteur agroalimentaire, à nos personnes aujourd'hui qui ont été très actives, qui nous ont posé plein de questions et qui ont été très attentives, je trouve, lors de ce webinaire? Alors, il y a des cas simples à traiter, hein, donc j'ai bien compris qu'il y avait quand même du travail à faire, hein, puisqu'on a, si j'ai bonne mémoire, 70% grosso modo de personnes qui n'ont pas encore fait la démarche. Donc, Mhm. dépêchez-vous, j'ai envie de dire, pour essayer d'être en conformité le plus vite possible, éviter d'éventuels problèmes, le cas échéant, mais surtout, ça vous permet de prendre le train assez tôt et ça va être facile, plus facile de vous y faire et vous aurez une période de transition plus longue pour vous acclimater à votre outil et pour éventuellement faire vos recherches pour vous assurer de prendre voilà, le bon outil. Et donc, d'entamer ben voilà, la démarche vis-à-vis du comptable, vis-à-vis de, voilà, d'éventuellement d'autres confrères ou d'informaticiens qui pourraient vous guider dans votre cas d'usage. Donc, vous allez avoir toute une série d'entrepreneurs où ça va être facile parce que ben, vous aurez un conseil de votre comptable ou vous aurez un cas d'usage facile parce que vous êtes, par exemple, une exploitation agricole au forfait où vous n'émettez jamais de factures supplémentaires. Dans ce cas-là, ben, vous devez être juste capable d'en recevoir. Vous prenez un dockel et l'affaire est faite. Donc, ça ne nécessite pas grand-chose comme discussion. Donc, un dockel, vous allez sur le site web, vous vous inscrivez, vous mettez votre login, votre mot de passe, vous vous identifiez, vous cliquez sur quelques boutons, vous suivez un tuto et l'affaire est faite. Euh, si vous avez des difficultés avec l'informatique, voilà, vous pouvez vous référer voilà, à des connaissances, des amis, même des sociétés informatiques ou à vos comptables pour vous aider. Maintenant, vous allez avoir tous les cas de figure avec ben voilà, des gens qui vont devoir faire, par exemple, pour des marchands de bêtes, des autofactures. Et là, ça va se compliquer. Il faut choisir le bon outil. Il faut en parler certainement à votre comptable, mais peut-être à voilà, une entreprise qui est capable de gérer et de vous accompagner pour un logiciel d'autofacturation, ce qui est déjà moins répandu, quoi. Vous allez avoir, par exemple, une entreprise agricole où vous allez avoir toute une série de ressources de planification à faire. Et là aussi, on va peut-être parler plus de RP, en profiter pour digitaliser l'ensemble de l'entreprise en allant plus loin que simplement s'inscrire sur PayPal, quoi. Qu'on voit qu'on a quand même toute une gradation. Et donc, Mhm. plus vite on entame les démarches, plus vite c'est derrière vous. Voilà, plus vous aurez de temps d'adaptation devant vous. Donc, il faut y aller.
Il faut y aller et on va pas se le cacher. Il y a ce moment où on doit choisir et on doit passer un peu de temps pour choisir un outil. Mais après, ce sera plus simple pour tout le monde, pour vous et pour votre comptable. Mais voilà, on touche à la fin de ce webinaire. Je vous ai mis dans le chat une petite enquête de satisfaction. Je vous ai mis aussi une page de Digital Wallonia qui regroupe un peu toutes les informations euh, et notamment des séances en présentiel, et notamment aussi le lien vers la cartographie des différentes solutions. Sachez aussi que vous allez recevoir le replay du webinaire, mais également le support que Eric nous a montré. Sur ce support, comme il l'a dit, il y avait aussi pas mal d'informations supplémentaires sur des cas un peu plus particuliers, un peu des foires aux questions sur les différents sujets qu'on a abordés et parfois même aussi des sujets qu'on a juste euh, évoqués. Donc, voilà pour ce webinaire sur l'e-facturation. N'hésitez pas, je vais vous mettre aussi l'adresse si vous avez encore d'autres questions pour aller plus loin ou des questions un peu particulières, parce qu'il y a des cas, effectivement, des cas un peu plus particuliers par rapport à votre situation. On ne sait pas résoudre toutes les situations en une heure et demie de webinaire, mais on espère que ça vous a aidé, que ça vous a amené en tout cas une réflexion, en tout cas un chemin vers la facturation électronique. Encore merci à tous, merci pour votre présence et pour votre participation dans le chat et avec les questions et aussi vos réponses au sondage. Merci Eric pour toutes ces précisions. Et Avec plaisir. Un grand merci pour le temps que vous m'avez consacré. voilà. Merci et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à la fois prochaine dans un webinaire où Eric fait aussi des séances en présentiel. N'hésitez pas à aller checker euh, la- le lien que je vous ai mis dans le chat. Merci Anna, merci Fabienne, merci Nathalie, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.